Le grain de poivre de la fin de la journée, Pierre-Henri. Et ensuite, moi, je vous donne rendez-vous demain, ouverture de la salle à 2 heures, et on commencera à 2h30. Pierre-Henri, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, c'est pas facile, hein, Olivier, de suivre ton magnifique exposé. C'est pas facile aussi de donner un grain de poivre dans cette journée parce que depuis hier après-midi, on a le sentiment effectivement d'avoir ouvert toute une série de portes, d'aspects, de dimensions de cette réalité de la peur qui est extrêmement protéiforme. Peur du lendemain, peur de l'autre, peur du monde. Alors ma mission, comme grain de poivre, ça ne sera pas de vous faire éternuer, ça sera davantage d'essayer de faire l'inventaire de notre désarroi. Il me semble que dans les débats qu'on a eus, on a eu en fait 3 paradoxes qui sont apparus. Premier paradoxe, nous sommes dans une société, quand on prend un peu de recul historique, qui est sécurisée comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Nous avons une espérance de vie incroyable. La guerre a déserté notre horizon immédiat pour nous autres Français. Les grandes disettes sont derrière nous, les grandes épidémies sont derrière nous. Si on prend juste un petit chiffre, le chiffre d'homicide en France, il était de 1100 il y a 10 ans, il est de 650 aujourd'hui, par an. Baisse hallucinante. Si vous enlevez en plus Marseille et la Corse, vous arrivez à un chiffre exceptionnel. On devrait se réjouir. Et pourtant non, nous sommes taraudés par la trouille. On a peur de tout. On a peur de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de ce qu'on respire. On a peur de faire l'amour. On a peur de fumer après parce que fumer tue. Étonnant. Situation incomparablement sécurisée et les trouilles partout. Les petites angoisses, mais aussi les grandes. Deuxième paradoxe. Deuxième paradoxe, c'est que nous sommes sortis des mondes magiques, des mondes enchantés, des mondes religieux. On pourrait dire l'apocalypse, c'est fini. Pas du tout. Au contraire, l'apocalypse revient. Débâcle climatique, catastrophe financière. Alors même que nous sommes dans un univers scientifique, rationnel, la perspective de la fin du monde n'a jamais été aussi présente. Mon fils me disait, tu sais papa, c'est la 3e fin du monde que je vis. Incroyable. Troisième paradoxe, là aussi on l'a entendu, cette peur dont on parle tant aujourd'hui, cette peur qui, dans toute la tradition littéraire et philosophique, était la passion qu'il fallait contrôler, qu'il fallait dépasser. L'adulte, le vrai, le philosophe, le vrai, l'homme, le vrai, qui n'est ni enfant ni femme, bien sûr, n'a pas peur, même pas peur. On a le sentiment que la peur, c'est déculpabiliser. Non seulement on n'a plus honte d'avoir peur, mais il faut avoir peur. C'est un devoir, c'est une vertu, c'est une sagesse. Vous mettez sur un plateau de télévision quelqu'un qui dit « n'ayez pas peur » et quelqu'un qui dit « non, ayez peur ». Qui gagne? On va traiter celui qui dit « n'ayez pas peur » de naïf et celui qui nous alerte « ouais, il y a certainement quelque chose de vrai, il n'y a pas de fumée sans feu ». Troisième paradoxe, la peur, c'est déculpabiliser. Voilà. Je crois que ça résume bien notre embarras dans tous les débats qu'on a eus aujourd'hui. Comment comprendre cette situation étrange d'une peur démultipliée dans un monde hyper sécurisé, d'une peur d'apocalypse dans un monde laïque et d'une peur finalement déculpabilisée alors même que c'était par excellence ce dont il fallait se départir. Alors, il y a plusieurs interprétations qui ont émergé au cours des débats. J'en ai fait un petit inventaire en écoutant attentivement les choses. Il y a une première interprétation qui est une interprétation un peu décliniste, j'allais dire de type nietzschéen, qui consiste à dire nous autres Français, notamment Européens en général, on est de la vieille Europe, de la vieille France, nous sommes un peu frileux. Et c'est vrai qu'il suffit d'aller dans un pays étranger émergent, comme on dit, pour être fasciné du fait que ces populations confrontées à des situations de vie extrêmement périlleuses n'ont pas peur, alors même qu'ils auraient sans doute beaucoup plus de raisons que nous d'avoir peur. Pas partout, il y a la contre-exemple de l'Afrique à Ebola, dont il faut bien avoir en tête cette dimension. Mais en tout cas, dans les pays émergents, pas de peur. Donc première interprétation, déclin de l'Occident, pour aller vite. Bon, oui, il y a quelque chose de vrai. Deuxième interprétation,
c'est la démocratie. Je crois que c'est Frédéric Fernet qui le disait hier. Effectivement, quand on a du bien-être, on a peur de le perdre. Quand on n'a rien... Et puis par ailleurs, nous sommes un peu sortis des vertus aristocratiques, qui étaient des vertus de l'héroïsme, du sacrifice. Démocrates n'ont pas trop de héros, nous voulons normaux. Donc, deuxième interprétation, c'est finalement la montée des peurs, c'est normal en démocratie. Encore une fois, ça a une part de vérité. Il y a une troisième interprétation qui a été suggérée, je trouve assez fine, qui consiste à dire, en fait, si nous avons tellement de peur, c'est pour nous guérir de l'angoisse. Pourquoi? Parce que l'angoisse, effectivement, c'est la peur de la mort, la peur du néant, la peur de rien. Mais si vous avez peur de rien, on ne peut pas vous guérir. Et il y a une analyse de Freud qui est très subtile, qui dit que les phobies sont les moyens par lesquels on se guérit de l'angoisse. Alors, il invente le mot phobie parce qu'en allemand, Angst, ça veut dire à la fois peur et angoisse. Donc il faut distinguer. En effet, il prend l'exemple par exemple du petit enfant. Le petit enfant, à un moment donné de sa vie, il a peur de la mort, il a très envie de tuer ses parents parce que c'est la frustration, et en même temps il voit bien qu'il ne peut pas vivre sans eux. Enfin, la mort l'angoisse considérablement. Et ça l'empêche littéralement de vivre. Comme on dit, quand j'ai peur, quand on a peur, on ne vit plus. Donc il a ce mécanisme que Freud décrit de façon géniale, qui est de dire il va déplacer et projeter son angoisse. Il va la déplacer sur un moment de la journée qui ressemble un peu à la mort, le soir, et il va la projeter sur ce moment. Et donc, il n'aura pas peur dans la journée, mais uniquement le soir, au moment du coucher. Il sera pénible là. Mais quand on est parent, on doit plutôt se réjouir du fait qu'il soit pénible à ce moment-là, parce que s'il n'était pas pénible à ce moment-là, il serait pénible tout le temps. Donc c'est une formidable manière de se guérir. La phobie nous guérit de l'angoisse. La peur pourrait peut-être nous rassurer. Voilà le paradoxe. Si on déploie ça au niveau social, c'est une idée à creuser et intéressante. Finalement, si nous avons autant de petites peurs, n'est-ce pas parce qu'il nous manque une espèce d'explication globale du monde ? Le monde, il est compliqué, nous n'avons plus de grands récits religieux, et donc on est un peu démunis face à ce monde qu'on ne comprend plus et qu'on ne maîtrise plus, l'impuissance en effet. Et donc, la tentation est grande de développer des petites phobies, parce que les petites phobies, ça donne du sens. Le complotisme, c'est typiquement ça. Vous avez quelqu'un qui vous dit « moi je sais, il y a un complot franc-maçon, juif, CIA, extraterrestre, et tout est imputable à ça. » Ben voilà, vous avez réponse à tout. Tout ce qui arrive, c'est imputable à ça. C'est formidable comme explication. Par rapport à des gens, des intellectuels qui passent du temps à essayer de comprendre, de nuancer, comme disait Roland Quérol, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Ben non, c'est pas plus compliqué que ça, c'est très simple. Donc si les peurs se déploient, hypothèse intéressante, c'est sans doute que nous n'avons plus de vision du monde, d'explication globale du monde. Et ça, c'est une hypothèse, je pense, qui pourrait faire le débat, et on pourrait essayer d'en discuter demain de cette question. Parce que, d'une certaine façon, ce n'est pas les médias seulement. Monsieur Éric de Montgolfier, ce n'est peut-être pas seulement les médias, c'est peut-être pas seulement les nuls de politique. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Nous ne disposons plus, comme jadis, d'une vision globale du monde. Ça a marché. Ça a marché comment? Alors là aussi, j'essaye de faire des petites réponses. Il y avait 3 solutions formidables. Formidables. Avec quelques bugs par-ci, par-là, Elisabeth, je te l'accorde. Mais 3 solutions formidables à la question de la peur et qui apportaient des réponses à tout. Première solution, l'humanité a vécu sur ce régime pendant l'immense partie de son histoire, c'est la tradition. Rien de nouveau. On disait aux individus, il n'y a rien de nouveau, pas la peine d'avoir peur. Ton existence a déjà été vécue des milliers de fois, n'espère pas innover, ne cherche pas surtout à innover, et on va t'accompagner du berceau à la tombe par toute une série de rites de passage où tu vas mourir, être initié et revivre. Formidable. Ce qui fait que le jour où la vraie mort arrive, même pas peur, vous êtes entraîné. Vous l'avez vécu des milliers de fois.
ou en tout cas des dizaines de fois. Donc rien de nouveau. C'est exactement ce qui se passe dans notre vie quotidienne. Nous avons des petits rites qui nous rassurent. Le matin, comment on se réveille, la journée est nouvelle, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais heureusement, nous avons un agenda bien rempli. Nous savons ce que nous allons faire. Nous savons comment nous allons nous réveiller, prendre le café, prendre la douche. Et le soir, c'est pareil, avant de se coucher, petite angoisse. Mais nous savons comment faire, ça nous rassure, c'est les habitudes. Première solution extraordinaire qu'on continue d'appliquer individuellement et qui valait pour l'ensemble de la société. Deuxième solution, qui consiste à dire, mais n'ayez pas peur. Il y a un ordre du monde merveilleux, parfaitement harmonieux, juste, beau et bon. Ça s'appelle le cosmos, disaient les Grecs. Et cet ordre du monde, il peut y avoir des désordres apparents, mais si vous regardez le bon focus, en fait, ces désordres sont l'expression d'un ordre. Donc, n'ayez pas peur. En fait, les ordres, l'ordre fondamental est toujours là. Puis troisième réponse, formidable. N'ayez pas peur. Il y a un vieux monsieur là-haut, dont le boulot exclusif est de vous aimer, qui organise tout, et si vous l'aimez en retour, vous êtes sauvé. Pas la peine d'avoir peur. Ce sont trois discours formidablement efficaces, qui donnent réponse à tout. Dès qu'on a un tout petit peu peur, on se rapporte soit à la tradition, soit au cosmos, soit au divin. La modernité, c'est quoi? La modernité, c'est le moment où ces trois réponses formidablement efficaces se sont non pas effondrées, mais ont perdu de leur pouvoir d'efficacité. Et le projet fou est né, complètement fou, d'un humain tout seul, dans un vertige, vertige de la création, vertige politique, vertige individuel, qui devait se rassurer lui-même, qui devait se consoler lui-même. C'est ça la modernité, c'est-à-dire trouver des ressources en soi pour se rassurer et pour se consoler. Nietzsche a une très belle image pour raconter ça. Il fait référence au baron de Munchausen, baron légendaire, à qui il arrive toute une série d'aventures extraordinaires. Et un jour, il tombe dans un marais, et pour se sortir du marais, il a l'idée géniale de se tirer lui-même par les cheveux. Évidemment, c'est absurde, et nous vivons sur cette absurdité depuis à peu près la Renaissance. La démocratie, c'est ça. Comment on se tire soi-même par les cheveux. Comment on va se consoler, comment on va se rassurer soi-même. Et la seule manière de le faire, c'est d'explorer l'humain, de comprendre comment ça marche. C'est en nous que sont les ressources. Alors là, quels sont les dispositifs modernes qui ont été inventés? Là aussi, formidablement efficaces dans la première modernité. Premier dispositif, bon, il n'y a pas forcément un Dieu le Père là-haut qui nous aime et qu'on doit aimer, mais prenons une figure laïcisée, l'État. L'État, né de la peur, dans la théorie de Hobbes, né de la peur, cet État, c'est un État, comme on dit en France, providence, qui est là pour assurer notre sécurité. Ça, c'est la première étape, et puis peut-être après, notre bien-être, deuxième étape. Première solution. Et c'est vrai que si nous sommes là, relativement en sécurité, c'est grâce à l'État. Les pays où il n'y a pas d'État, c'est une catastrophe. Première réponse formidablement efficace de la modernité, réponse purement humaine. L'État, c'est nous. C'est pas moi, comme disait Louis XIV, c'est nous. Deuxième solution, ça va peut-être choquer, le marché. Oui, le marché est une formidable deuxième réponse. Et quand on a faim, où on va? Eh bien, on va au marché. En France, on est contre l'économie de marché, alors qu'on adore les marchés. Il faut peut-être faire le lien. On aime aller au marché du village. C'est ça l'économie de marché. C'est l'abondance. Et puis on est content que les prix soient libres. Et on est content qu'il y ait la loi de l'offre et la demande pour acheter les fraises les moins chères possibles. On fait le tour du marché avant d'acheter. Nous sommes des salauds de capitalistes. C'est ça l'économie de marché. Ça veut dire quoi l'économie de marché? Ça veut dire qu'il y a un cosmos, un ordre, avec de l'offre et de la demande, et tout ça s'harmonise. Pour notre intérêt, et pour l'intérêt de celui qui vend. Formidable. Deuxième solution, géniale. Il y a une troisième solution qu'on a tendance à oublier, pas très explorée par les philosophes contemporains, mais qui est absolument géniale et qui a fasciné les philosophes du XVIIe et du XVIIIe siècle. C'est l'assurance. Oui, l'assurance. Le fait de se dire, on va recréer une petite communauté traditionnelle, alors c'est plus la tradition parce qu'on choisit, et on va se prémunir contre les risques
le risque d'incendie, le risque d'inondation, et puis le risque suprême, ça va fasciner les philosophes, la mort. On n'appellera pas ça une assurance mort, mais une assurance vie. Et les philosophes vont réfléchir à cette question. Le premier, ça va être Leibniz. Puis ensuite, en France, Mirabeau, philosophe aussi, qui va créer une compagnie, parce que philosophe et business, les deux. 1784, il crée une compagnie avec Paul Clavière, une compagnie d'assurance. L'assurance, c'est génial. Ensemble, on va limiter les risques. On recrée une communauté traditionnelle, mais pas traditionnelle, choisie. 3 solutions formidables. Dans la seconde modernité, le problème, c'est que sans totalement sortir de ces solutions, nous n'en avons plus autant confiance en elles. L'État, ah oui, mais trop d'impôts, impuissant dans la mondialisation. Le marché, bon, pas mal quand même, mais attention à la dérégulation. L'assurance, mais que faire des produits qui ne peuvent pas, des risques qui ne peuvent pas être assurés? Comment assurer les assureurs? Comment réassurer les assureurs des assureurs? Un risque nucléaire, comment on l'assure? Et donc les 3 dispositifs les plus puissants de notre modernité, nous avons acquis à leur égard des doutes. C'est pour ça que les peurs se déploient. C'est pour ça que, sans grand récit de notre temps présent, et avec les dispositifs inventés dans la modernité qui semblent défaillants, nous sommes dans une situation où on se dit « mais comment faire pour lutter contre les peurs ?» Alors on verra la réponse demain. Je laisse évidemment à la table ronde de demain le loisir et le risque de répondre à cette question extrêmement difficile. Peut-être juste une piste. D'une certaine façon, faut-il vraiment supprimer les peurs? Faut-il vraiment abolir les peurs? Est-ce bien raisonnable? Il y a une dimension créative de la peur qui est formidable. Il y a une dimension prudentielle de la peur. Peut-être simplement, c'est très bête ce que je vais dire, mais faudrait-il, à l'égard de la peur, devenir adulte? C'est-à-dire simplement se dire, la peur fait partie de la vie. Le problème et le défi d'un adulte, c'est effectivement de maîtriser ses peurs. Et puis, à côté de cette dimension d'adulte, celle qui va avec, c'est la dimension de confiance. Très difficile de savoir comment on crée de la confiance, comment on la fabrique. Mais d'une certaine manière, ces 2 petites pistes qu'il faudra explorer demain, avec cette réflexion sur la peur de soi, la peur en soi ou la peur pour soi, parce que c'est ça le socle, nous ferait sortir de ce qui est quand même problématique dans notre temps présent, cette espèce d'idéologie de la peur qui naît sans arrêt. Günther Anders, qui était un des maris de Hannah Arendt, pour une fois qu'on dit ça dans ce sens à propos d'un philosophe, c'est formidable, donc, qui était le mari d'Hannah Arendt, philosophe lui-même, avait écrit dans les années 50 un livre qui s'appelait « La menace nucléaire ». Et il avait une phrase, moi, qui me terrifie, si je puis dire. « Aie le courage, n'aie pas peur d'avoir peur. Aie le courage d'avoir peur. Aie le courage de faire peur à tes voisins. Aie le courage de communiquer à tes voisins une peur égale à la tienne. » Je trouve ça périlleux. Je pense qu'en tant qu'adultes, nous devons résister contre cette dérive et en même temps ne pas avoir trop peur de la peur. Je vous remercie. Demain, on ouvre la salle à 14h. Passez une très bonne soirée et encore merci à tous nos intervenants.